qu'il n'y a pas que des coûts économiques, il y a aussi des coûts environnementaux. Absolument. Regardez les effets sur la ville, c'est absolument dévastateur. Bien sûr, bien sûr. Et des coûts sociaux. Tout à fait. Alors, par exemple, le seul exemple, j'allais vous dire, il y a une seule étude qui a annoncé que les Jeux seraient déficitaires. Elle concerne les Jeux d'Albertville 92. Elle a été l'œuvre d'une équipe d'universitaires lyonnais et grenoblois dont je faisais partie, que j'animais, et on a annoncé un déficit. Notre étude a évidemment été boycottée par tous les médias, mais après les Jeux, j'ai été appelé au ministère des Sports pour dire on a une ardoise de 250 millions de francs, si vous avez des idées, on est preneur. Voilà. Donc il y a eu un déficit de 250 millions. Là, nous sommes toujours dans le déficit économique. Parlons du déficit environnemental. Ils sont liés. Ils sont liés parce qu'une des raisons du déficit, d'Albertville, il y en a plusieurs, hein, mais l'une des raisons, c'est notamment la piste de bobsleigh. La piste de bobsleigh s'est avérée à la fois coûteuse parce qu'elle passait dans le vide. Elle n'était pas tout enterrée, elle passait sur des endroits dans le vide, au-dessus de la tête des spectateurs, ce qui n'était pas bien du point de vue du spectaculaire. Mais c'est difficile de refroidir un truc qui est tout le temps dans le vide. Et on a fait couler de l'ammoniac pour refroidir la piste de bobsleigh. Ce qui est une folie écologique. Imaginez qu'il y ait eu une fuite, les spectateurs auraient reçu de l'ammoniac, c'est écologiquement dément. Et deuxièmement, c'était très cher. Donc les deux sont liés. Et donc, votre question amène à un raisonnement un peu plus loin, en poussant un peu plus loin le raisonnement des économistes. En fait, ce qu'il faudrait faire pour faire de bonnes études préalables à l'organisation des Jeux ou de la Coupe du Monde, c'est un recensement non seulement des coûts monétaires, mais des coûts non monétaires, dont la pollution à l'ammoniac, etc., font partie, ou la pollution urbaine, ou la destruction urbaine. On a détruit une partie du centre-ville de Pékin quand même pour mettre les Jeux. Hein. C'est pas rien d'un point de vue écologique. Donc il faut prendre en compte les coûts monétaires et les coûts non monétaires tels que la pollution, les embouteillages, les destructions, les gens qui sont déplacés dans la périphérie de Pékin, etc. Il y a des coûts non monétaires ou apparemment non monétaires de cela. Et pour les avantages, c'est la même chose. Les avantages, ce n'est pas seulement les recettes au guichet ou les droits de télévision. Bien sûr, ça tombe, c'est du côté positif du bilan. Mais il est possible, ça n'est pas toujours certain, mais il est possible que certains des équipements sportifs bénéficieront à la population de Pékin, de Londres, etc. Et sur 25 ans, parce qu'ils sont construits pour durer 25 ans. Donc ça aussi, il ne faut pas être que négatif, il y a aussi des aspects non monétaires qui sont des gains. Et pour faire ça, il y a un instrument qui est un peu technique, donc je n'ai pas développé sur la technique, qui s'appelle l'analyse coût-avantage ou avantage-coût, qui exige de prendre en compte tout. Alors je vais juste vous donner un exemple de la difficulté de cette méthode, c'est qu'il faut pouvoir mesurer en monnaie des choses qui ne sont pas en monnaie. Voilà, la pollution, ça n'est pas en monnaie, ou par exemple, vous habitez Londres, vous n'êtes absolument pas intéressé par les Jeux, vous n'êtes pas intéressé par le sport, etc. Est-ce que néanmoins pour vous, ça a une valeur, positive ou négative, que la ville de Londres où vous habitez accueille les Jeux? Voilà. Ça s'appelle, les économistes appellent ça dans un jargon qui est le suivant, la valeur de non-usage des Jeux. Bon, les Jeux ont une valeur d'usage pour ceux qui vont s'en servir, c'est-à-dire qui vont aller voir les épreuves, etc. Mais il y a des gens qui, à Londres, ne sont pas intéressés du tout par les Jeux, mais peuvent estimer que c'est utile pour Londres, pour la réputation de Londres, pour ce que l'on veut, ou pour eux-mêmes, que Londres accueille les Jeux. Et alors, pour capter ça, c'est très difficile. On fait des analyses, les économistes ont mis au point une méthode qui s'appelle l'analyse du consentement à payer. C'est-à-dire, on va prendre un échantillon de la population de Londres, qui ne sont pas sélectionnés comme étant des sportifs, plutôt des non-sportifs, et on va aller leur demander, voilà, combien êtes-vous prêts à payer pour que Londres ait les Jeux? Donc quelqu'un qui n'a aucun intérêt ni dans le sport, ni dans le fait que Londres ait les Jeux pour quelque raison que ce soit, et dire moi je suis prêt à payer 0. Voilà, bon, ils payent 0. Il y a même des vachards qui disent moi je suis prêt à payer pour que Londres ne les ait pas. Ah, ça, c'est parce qu'on va avoir des embouteillages, des machins. Bon.
Et puis, la plupart des gens disent « Ah oui, ça serait quand même bien pour Londres de l'avoir, donc je suis prêt à payer 5 livres sterling ou 12, etc. » Mais évidemment, il y a un biais. C'est une méthode, elle est intéressante, puisqu'elle permet de révéler ce que les gens qui ne sont pas directement impliqués dans l'événement sont prêts à payer. Mais il y a un biais. Il y a une hypothèse derrière ça, c'est que les gens vont faire des réponses vraies. Ils ne vont pas avoir un comportement stratégique. Or, en fait, les gens que vous interrogez vont être tentés d'avoir un comportement stratégique parce qu'ils vont se dire, si je réponds que je suis prêt à payer 5 livres sterling, le maire de Londres, paf, il va nous foutre une taxe de 5 livres sterling. Donc j'ai intérêt à répondre moins, je vais répondre 2 seulement, ou même 0, alors qu'en fait, je devrais répondre 5. Alors pour cette raison, après, on donne des questionnaires où on leur donne des intervalles entre 5 et 10. Enfin, on essaye de canaliser cette difficulté, mais il y a une difficulté. Mais néanmoins, la méthode est intéressante.